Il s'agit d'une arme volée, un fusil à pompe Winchester de calibre 12. Selon un de ses amis, Burkett traitait son arme comme un être cher. Il l'appelait « mon amour ». Et il s'était lui-même donné le surnom de « Calibre ». Burkett était éperdument amoureux de son fusil à pompe. Il l'emmenait partout où il allait. Il le montrait à tout le monde. Il en était très fier. Placé en état d'arrestation, Burkett commence à se confier aux policiers. Son casier est surtout constitué de délits mineurs. Je dealais un peu pour me faire du blé. C'est dingue quand j'y pense. Je suis pas un criminel, je braque pas les magasins, je cambriole pas les maisons. Mais ses amis affirment qu'il cultive une image de gros dur. Si ces points ne suffisent pas, il ne recule devant rien pour se faire entendre. Quand on sortait avec Jason, on savait qu'il fallait le prendre avec des pincettes et le maintenir sous contrôle. Sinon, il partait vite en vrille. Je l'ai vu poignarder avec un tournevis un mec qui lui avait grillé la priorité. Il était en rage. Quand ils se sont rencontrés, Jason et Michael ne s'entendaient pas du tout. On va faire un tour? Non, je sors avec Jason. C'est un tocard, laisse-le tomber. Jason s'en est même pris à Michael et l'a sérieusement amoché. Je l'aimais pas au début, mais personne ne l'aimait en fait. Dégage, mon pote! Je viens de la campagne. Lui, c'est un gosse des rues. Il s'habillait en baggy, il écoutait du rap et tout ça. C'était pas mon truc. Mais en dépit de leurs différences, un lien se crée entre les deux garçons qui décident de vivre ensemble. Je vais enregistrer cette conversation. Au cours de son transfert en ambulance, Michael Perry livre lui aussi quelques informations aux enquêteurs. Il décrit une troublante série d'événements. Tout commence avec un projet de cambriolage. On va avoir besoin d'une nouvelle caisse, mec. Je crois qu'il en faut 2. Ouais. C'est clair. Encore mieux. Tu vois qui c'est, Adam? Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle caisse de sa mère? Perry affirme qu'il a tout de suite proposé de voler les voitures de luxe qui appartenaient à la famille de leur ami, Adam. Elles sont classe, hein? Grave, les assure. Michael Perry nous a dit que le plan était de passer la nuit chez Adam. Une fois tout le monde endormi, il comptait voler les voitures. Dans sa version, Perry prétend qu'ils ont emprunté la camionnette d'une amie de Burkett pour se rendre chez les Stotler. Mais ce plan rencontre un premier obstacle. Bonjour les garçons. Adam est là? Nous devions passer la nuit ici avec lui. Non, il fait du skateboard. Il revient vers 21h. D'accord, nous repasserons. Très bien, je lui dirai que vous êtes passés. Les deux voleurs partent en voiture, mais sont vite de retour. Ça serait beaucoup plus facile de tirer cette caisse avec une seule personne dans la maison. Qu'est-ce qu'on attend? Selon Perry, quelques minutes plus tard, Burkett est retourné chez les Stotler. Bonsoir. Entrez donc. Je voudrais juste utiliser le téléphone, j'ai plus de batterie. Allez-y. Quelqu'un d'autre frappe à la porte du garage. Qui est là? Qui est-ce? Police! Les mains en l'air! À Conroe, au Texas, Michael Perry, blessé au cours de la fusillade qui a conduit à son arrestation, raconte comment il est revenu au domicile de Sandra Stotler en compagnie de son ami Jason Burkett. Selon lui, leur seule intention était de voler les voitures. Burkett a réussi à entrer dans la maison sous prétexte d'utiliser le téléphone. Bonsoir. Je voudrais juste utiliser le téléphone, j'ai plus de batterie. Allez-y. Sandra entend quelqu'un d'autre frapper à la porte du garage. Qui est-ce? Qui est là? Y a quelqu'un? Il s'agit de Michael Perry, qui s'est introduit dans la maison. Elle bougeait encore, donc il lui a tiré dessus une deuxième fois. Dans la version de Perry,
le sinistre plan tourne au ridicule. Les clés de la voiture rouge sont introuvables. Et Adam, le fils de Sandra, est parti avec la voiture blanche. Donc il se retrouve complètement bredouille. Les meurtriers chargent la dépouille de Sandra à bord de la camionnette empruntée plus tôt dans la journée. Ils traversent la ville et roulent vers l'ouest, en direction d'un endroit appelé les champs de pétrole, à plus de 25 km. C'est là, au bout d'un chemin de terre, que se trouve un point d'eau, le lac Crater. Tout le monde a entendu parler du lac Crater, où on bazarde les objets encombrants. Perry raconte qu'ils sont ensuite retournés en ville pour chercher l'ami de Burkett qui avait prêté la camionnette, Christine Willis. Selon moi, Christine était attirée par son image de mauvais garçon. Elle aimait son côté gros dur. Perry et Burkett sont toujours aussi déterminés à voler les deux voitures. Ils échafaudent un nouveau plan. Cette fois, ils vont attendre à l'entrée du quartier sécurisé le retour d'Adam Stotler. Quelques minutes plus tard, Adam et son ami Jeremy Richardson sont de retour. Ils sont attirés dans un piège. Ils ont pondu cette histoire d'accident de chasse. Un de leurs amis était blessé et ils avaient besoin d'aide pour le transporter jusque dans la voiture. Donc Adam et Jerry, qui étaient des garçons bien élevés, ont accepté et les ont suivis. Les meurtriers, qui n'ont qu'une seule arme, décident de séparer leurs deux proies. Dans la version de Michael Perry, Jason et Jeremy seraient partis dans les bois, tandis qu'Adam et lui auraient sillonné les routes alentours. Selon lui, une fois dans les bois, Burkett aurait abattu Richardson. Quelques minutes plus tard, un peu plus loin, Burkett retrouve Perry, Willis et Adam. T'as entendu les coups de feu? Ça venait de là-bas, ouais. Moi j'étais ici, c'est tout. Dans ses aveux, Perry prétend qu'il était près de la voiture en train de fumer une cigarette quand il a vu Burkett tirer sur Adam Stotler. Une première fois. Et ensuite, il a entendu deux autres coups de feu. La personne devant lui est devenue un simple objet. On parle de sang-froid. Ces gens sont passés maîtres dans l'art d'ignorer leur conscience. Jason Burkett raconte lui une toute autre histoire. S'il reconnaît bien avoir conduit la voiture volée de Sandra Stotler, il nie toute implication dans les meurtres et les vols des voitures. Je reconnais que c'est idiot de conduire la voiture d'une personne qui a été assassinée. C'est vrai, ça fait plusieurs jours que ces gens ont été tués. Et moi, je suis là au volant de leur voiture. C'est stupide, mais ça ne prouve pas que je les ai tués. Il est pourtant incapable de fournir un alibi pour le jour des meurtres. Le 24, je ne sais plus du tout où j'étais. Les enquêteurs sont persuadés qu'il ment. On ne saura jamais de manière définitive si c'est Jason Burkett ou Michael Perry qui a appuyé sur la détente. Mais nous savons qu'ils étaient ensemble quand ils ont tué ces deux gamins. Selon Perry, Christine aurait manifesté son inquiétude après avoir entendu les coups de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais quoi? Je préfère même pas savoir. Vaut mieux pas que tu saches. Elle décide de partir de son côté. Selon Perry, Jason Burkett et lui, désormais en possession de la voiture tout-terrain blanche, décident de retourner chez les Stotler pour voler la deuxième voiture.
Mais le sinistre duo ne résiste pas à la tentation de fanfaronner et de vanter ses funestes exploits. Ils avaient plusieurs petites amies aux quatre coins du comté. Alors ils ont fait la tournée pour parader dans leur voiture, en leur donnant des souvenirs comme des cartouches et en leur racontant ce qui s'était passé. Après ses aveux, Michael Perry explique aux enquêteurs où trouver les dépouilles de Adam Stotler et Jeremy Richardson. 2 heures plus tard, les forces de l'ordre arrivent sur un ancien chemin d'abattage. On a trouvé le corps d'un adolescent, tout habillé. Il était sur le dos. Photo à l'appui, les enquêteurs déterminent que le cadavre est bien celui d'Adam Stotler. Il n'y a aucune trace de lutte. Il a toujours sa casquette vissée sur la tête, ses vêtements ne sont pas défaits, déchirés ou arrachés. Il n'a donc pas cherché à s'échapper. Il a sûrement été abattu là où nous l'avons trouvé. Et sous le corps d'Adam Stotler, nous retrouvons un mégot de cigarette de la même marque que celle fumée par Michael Perry. Dans un fourré, non loin de là, se trouve le corps de Jeremy Richardson. Il avait visiblement cherché à s'échapper. Quelqu'un le poursuivait, il essayait de sauver sa peau. Son bras droit a presque été arraché par la balle. C'était une vision insoutenable, même pour un inspecteur chevronné. Ce pauvre gosse a essayé de fuir et il s'est fait tirer comme un lapin. Et une fois à terre, il a encore reçu plusieurs balles. La mère de Jeremy Richardson se fait un sang d'encre, car son fils a disparu depuis plus d'1 semaine. Il m'appelait tous les jours pour me dire que tout allait bien, ce qu'il faisait, et on parlait. Et puis tout à coup, je n'ai plus de nouvelles pendant 6 jours. J'ai pensé que quelque chose d'horrible avait dû se produire. Mais je n'en étais pas sûre. Nous avons retrouvé plusieurs douilles vides près des 2 cadavres, ainsi qu'une cartouche neuve le long de ce chemin. On a également relevé des empreintes de chaussures et de chaussettes. Les familles d'Adam et Jeremy suivent impuissantes le déroulement de l'enquête en direct à la télévision. Je regardais cette vue aérienne de 2 sacs plastiques extirpés du fin fond des bois. Et j'ai appelé le bureau du shérif. Il m'a dit « Passez au commissariat ». Je lui ai dit « Dites-moi que c'est lui, qu'on en finisse. Je le sais déjà ». Et il m'a dit « C'est bien Adam ». Quand il m'a dit que Jérémy était mort, j'ai perdu mon sang-froid. Et j'ai dit non, ce n'est pas mon fils. Mon petit frère a été abattu de sang-froid. J'ai perdu les pédales. Munie d'un mandat de perquisition, la police scientifique du comté de Montgomery examine la camionnette de Christine Willis. Ils ont vu immédiatement que quelqu'un avait perdu du sang à l'arrière de ce véhicule. Les tests hématologiques ont prouvé qu'il s'agissait bien du sang de Sandra Stotler. À l'avant du véhicule, les policiers découvrent 2 douilles de calibre 12, les mêmes que celles retrouvées près des cadavres. Les tests balistiques confirment qu'elles proviennent du fusil à pompe de Burkett. Le 15 janvier 2002, Burkett et Perry sont inculpés de meurtre qualifié. Michael Perry affirme alors que ses aveux lui ont été soutirés par la force. Lâchez-moi! Il affirme qu'il n'a pas pu commettre les crimes. Laissez-moi partir! Parce qu'il était en prison au moment des faits. Conroe, au Texas.
2 jeunes hommes de 19 ans sont devant la justice pour répondre du meurtre d'une mère, de son fils et de l'ami de celui-ci. On ne sait jamais ce qu'ils vont inventer. Et puis parfois, on remet tout en question. Mais pour ce qui est de leur culpabilité, nous n'avons jamais douté. Michael Perry lance une campagne sur Internet affirmant que Burkett et Willis, sa petite amie, sont les vrais meurtriers et que ses aveux ont été obtenus sous la contrainte. Lâchez-moi! Mais l'accusation considère que les aveux de Michael Perry sont suffisamment proches de la vérité. Il y a en fait 3 versions de ces aveux et elles sont identiques. Il y a l'enregistrement, les aveux écrits et les notes de l'interrogateur. L'ensemble des informations dont nous disposions à ce moment-là corroborait les dires de Michael Perry. Il était forcément là au moment du crime, il était forcément impliqué. Les résultats des tests ADN sur le mégot de cigarette retrouvé sous le cadavre sont revenus du laboratoire. Il portait l'empreinte de Michael Perry. C'était une preuve essentielle pour le dossier. Mais aucune empreinte digitale ou génétique n'est prélevée au domicile de Sandra Stotler. Christine Willis reconnaît enfin qu'elle se trouvait dans les bois quand Adam Stotler et Jeremy Richardson ont été abattus, confirmant la version des faits de Perry. Pour les enquêteurs, la jeune fille n'est pas une inconnue. Elle était la fille d'un des huissiers du tribunal. Je ne pense pas qu'elle a appuyé sur la détente, mais je suis persuadé qu'elle était impliquée jusqu'au cou. Elle a conduit jusqu'au lieu du crime, entendu les coups de feu. Elle avait bien compris ce qui se passait. Le procureur, en dépit de la controverse engendrée par cette décision, lui accorde l'immunité en échange de son témoignage. En février 2003, 2 ans et demi après les faits, s'ouvre le procès de Michael Perry pour le meurtre de Sandra Stotler. Dans l'assistance se trouve la mère de Jeremy Richardson. Si on pouvait tuer avec les yeux, il serait mort alors qu'il est. Parce que je l'ai transpercé du regard. Dans son rapport, le médecin légiste est incapable de donner le moment exact du meurtre. La défense s'engouffre dans la brèche. Les avocats insistent sur le fait qu'entre la disparition de Sandra Stotler et le moment où son corps a été retrouvé, Michael Perry a passé un certain temps derrière les barreaux. Donc Perry a prétendu qu'il ne pouvait pas avoir commis le crime parce qu'au moment des faits, il était en prison. Laissez-moi partir! À la surprise générale, Perry est appelé à la barre. Mais sa nouvelle version des faits ne convainc guère le jury. En seulement 2 heures de délibération, les jurys parviennent à un verdict. Michael Perry est reconnu coupable de meurtre qualifié. Il n'a jamais montré le moindre remords vis-à-vis de ses actes ou de ce qui était arrivé. Le docteur Walter Chiano a été chargé par le procureur d'établir le profil psychologique de Michael Perry. Il n'a cependant pas obtenu le droit de s'entretenir avec lui. Selon moi, il continuait à représenter une menace pour la société. Perry est condamné à mort. 7 mois plus tard, Jason Burkett doit répondre des meurtres de Jeremy Richardson et de Adam Stotler. Contrairement au procès de Michael Perry, les preuves concernant les 3 meurtres sont présentées aux jurés. Burkett affirme sans relâche qu'il est victime d'un coup monté de son ami. J'ai jamais mis les pieds chez Sandra Stotler, jamais. Et j'étais pas là non plus quand les 2 gosses se sont fait descendre. Le témoignage de Christine Willis est étayé par le récit d'autres témoins qui affirment que Jason Burkett s'est vanté en public des meurtres. Ils pensaient qu'ils étaient tous 2 trop malins et que les meurtres étaient si brillamment exécutés qu'il était impossible qu'ils se fassent prendre. Burkett n'est pas appelé à la barre. Jamais je n'aurais cru qu'on me déclarerait coupable. Je sais dans mon cœur que j'étais pas là, et je sais qu'aucune preuve matérielle ou autre ne dit le contraire. Après 10 heures de délibération,
le jury le déclare coupable des 3 meurtres. Son père prend alors la parole et implore les jurés d'épargner la vie de son fils. Jason Burkett est condamné à la prison à vie. Je suis persuadé que Jason Burkett était au moins aussi coupable que Michael Perry. La plus grosse erreur que j'ai commise dans ma vie? Pas facile. Tout ce que je peux dire, c'est que rencontrer Michael Perry a été un désastre pour moi, mais pour d'autres personnes aussi. Ils ont tous deux besoin de bafouer les règles. Cette vie humaine a moins de valeur pour moi que 2 voitures de sport. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. C'est tout. C'est comme ça que Michael Perry et Jason Burkett fonctionnaient. Quand ils voulaient quelque chose, ils le prenaient, peu importe les conséquences. On peut voir ça comme une liaison fatale, parce qu'on passait tout notre temps ensemble. Et quand on allait quelque part, les gens nous voyaient toujours ensemble. C'est qui ton ami? Je m'appelle Marie. Bonjour Marie, je m'appelle Jason, ça roule? Michael, va nous chercher à boire, d'accord? C'est sympa. Merci mon pote. Ils s'entraînaient l'un l'autre dans un cercle vicieux. Ils étaient en compétition permanente pour savoir qui allait faire les choses les plus insensées. C'est un peu comme une danse. L'un fait un pas, et puis l'autre enchaîne. Ils étaient prêts à prendre 3 vies humaines, éliminer les 3/5 d'une famille pour pouvoir conduire leur voiture. C'est odieux. Cela fait 21 ans que je suis dans les forces de l'ordre et je n'ai jamais rien connu de pire. La douleur est encore difficile à supporter pour les familles des victimes. Jamais plus je ne le reverrai. Je n'entendrai plus sa voix, je ne lui ferai plus de câlins. Et il ne me dira plus « je t'aime ». En juillet 2010, Michael Perry est exécuté à l'âge de 28 ans. Les familles des victimes assistent à l'exécution. Même dans son dernier souffle, il a été incapable d'exprimer le moindre regret pour les vies qu'il avait volées et brisées. Je ne savais pas qu'il serait exécuté. Étrangement, ça m'a dérangé. Je pensais que ça me ferait rien parce que j'étais très en colère contre lui. Je suis content de ne pas être dans le couloir de la mort. Christine Willis n'a jamais été poursuivie. Elle refuse de répondre aux questions des journalistes. Elle a beau être mariée et avoir des enfants, ce qu'elle a fait va la poursuivre éternellement. Elle traînera ça toute sa vie. Les gens sauront toujours que cette femme était présente quand 2 adolescents ont été abattus. Jason Burkett continue de clamer son innocence et réclame sa liberté. Prendre une vie humaine ne leur posait aucun problème. Ils ont tué 3 personnes. Puis ils ont fumé des cigarettes et ils sont allés dans un bar pour parader avec leur nouveau joujou. C'est écœurant. Ils n'avaient absolument aucune considération pour la vie humaine.